Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, d'après une étude, la limitation des effets du changement climatique serait possible grâce à la pratique agroforestière et au reboisement, car l'absorption du CO2 par les arbres permettrait de réduire la diffusion des gaz à effet de serre. Les explications dans un instant. Une bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud dans la lutte contre les changements climatiques avec la signature d'un partenariat sur un fonds d'hydrogène vert avec les Pays-Bas et le Danemark. Pour finir, en France, des espèces de mammifères et d'oiseaux seront classées dans la liste des espèces nuisibles à cause des dégâts qu'elles peuvent causer sur les activités agricoles, sur la faune et sur la flore. C'étaient les titres, à présent le développement. Une étude a prouvé que la séquestration du dioxyde de carbone CO2 contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter les effets du changement climatique. C'est-à-dire que l'importance des arbres dans la régulation du climat n'est pas à négliger. Les explications dans ce commentaire. Tout arbre a la capacité d'absorber le dioxyde de carbone CO2 et de rejeter l'oxygène dans l'atmosphère. Ce faisant, il contribue à réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Selon Pikur Mawala, professeur titulaire plantes, écosystèmes et paysages à l'université de Lomé, toute plante qui fait la photosynthèse a cette capacité, mais la capacité de séquestration du CO2 varie d'une espèce à une autre et selon les conditions écologiques. En effet, les forêts tropicales absorbent un chiffre étonnant de 4,8 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère par an, y compris un puits de carbone en Afrique qui séquestre 1,2 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère par an. Les formations végétales accumulent la biomasse ligneuse suivant sa composition floristique et sa structure. Par conséquent, les perturbations écologiques d'ordre anthropique impactent négativement sur la structure des formations ligneuses et sur leur potentiel de séquestration du carbone. Il est indispensable de promouvoir la pratique agroforestière, pratiquer le reboisement afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et produire des données pour faciliter l'accès du Togo au marché carbone. Au Togo, les formations végétales connaissent aussi une dégradation poussée de leurs composantes ligneuses qui constituent la source d'approvisionnement en bois énergie, en bois de service et en bois d'œuvre pour les populations locales. Le Niger a suspendu l'exploitation de la mine d'uranium d'Akuta dans le but de faire face au risque de pollution. Ainsi, la compagnie minière d'Akuta s'est fixée pour mission d'assainir ce site dans le but de le rendre plus vivable aux populations environnantes qui souffrent de maladies dues aux radiations. Plus de précisions dans ce commentaire. La compagnie minière d'Akuta dans le nord du Niger s'est donné pour mission d'assainir l'ancienne mine d'uranium qui s'effondre. Exploitée depuis 1978 par le groupe français Areva, devenu Orano, ce site a été fermé en 2021 après l'épuisement de ses réserves. Environ 20 millions de tonnes de déchets ont été en contact avec l'uranium. Elle s'étend sur 120 hectares et constitue une menace pour la santé des riverains. La compagnie minière d'Akuta promet de remettre au Niger un site sûr, sain et non polluant dans 10 ans. On va être sur des doses naturelles qui sont inférieures aussi à ce qu'on peut trouver dans d'autres régions en France ou ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment ici sur de l'exploitation d'uranium naturel. On n'a pas de radioactivité artificielle qui va être créée par l'homme. On n'est pas sur de l'uranium enrichi, on est sur de l'uranium naturel ici. Selon la compagnie française Orano, le taux maximum de radioactivité de l'homme relevé sur le site est en deçà du seuil réglementaire.
Mais les autorités nigériennes restent prudentes. La compagnie va procéder à la surveillance de la radioactivité de l'air et de l'eau. Néanmoins, les 200 000 personnes vivant dans la ville d'Arlit et ses environs sont toujours dans la peur et sont inquiets. Aujourd'hui, les gens ils sont à 7 km des carrières. C'est ça aussi. C'est ça qu'il faut voir. Tout le monde est inquiet. Hein. Les gens sont malades. Hein. Quelqu'un qui fait 40 ans en train de tourner une chaîne uranifère, par comment on va dire que le là ne va pas être tombé malade? C'est normal. Sur les 2000 consultations, l'Observatoire de santé de la région d'Agadez a diagnostiqué une dizaine de cas de maladies professionnelles dues aux radiations. L'Espagne pourrait devenir un désert d'ici quelques dizaines d'années sans réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et sans changement majeur dans la gestion de l'eau. Des actions urgentes sont absolument nécessaires afin d'inverser la tendance alarmante qui frappe ce pays. Alessandra Adekombi pour les précisions. Confrontée à une sécheresse persistante et à une vague de chaleur, l'Espagne manque d'eau. Alors que 80% de l'eau disponible est utilisée pour alimenter le potager de l'Europe, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à repenser la gestion de l'or bleu. Le dicton « Avril plein d'eau » en Espagne n'est pas vérifié depuis le début de cette année. Non seulement le mois d'avril a été le plus sec jamais enregistré dans le pays, plusieurs villes ont aussi connu des records de chaleur pour la période. Selon les relevés de l'Agence de l'État de météorologie, les températures sont montées à 38,7 degrés Celsius à Cordoue et à 37,8 degrés dans la province de Séville en Andalousie ces derniers jours. Dans ces deux régions, les gouvernements locaux ont imposé des restrictions sur l'arrosage des jardins et le remplissage des piscines qui sont interdits. À cause du dérèglement climatique, les sécheresses se font plus fréquentes, plus intenses et les températures augmentent. Cela participe à assécher la végétation et le sol perd sa capacité à stocker de l'eau. Une alerte a déjà été donnée par l'ONU qui estime que près de 115% du territoire est aujourd'hui en voie de désertification. Il est donc indispensable de lutter contre le dérèglement climatique et d'apprendre en même temps à mieux gérer l'eau. Sinon, une grande partie de l'Espagne deviendra désertique d'ici quelques années. Pour accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement, les artistes de l'association Famille des artistes, auteurs, compositeurs et interprètes du Togo ont une fois encore réitéré leur engagement. Ils ont mis en terre plusieurs types de plans samedi dernier dans la commune Golfe 5. Rafi Tsoumbiekou pour les précisions. La diversité des organismes constitue un atout fondamental de la santé du milieu naturel. Pour enrichir cette diversité, les pouvoirs publics incitent toutes les catégories sociales à s'investir dans les opérations de reboisement. Les artistes réunis au sein de la famille des artistes, auteurs, compositeurs et interprètes du Togo, FACI, ne sont pas restés à l'écart du mouvement de reboisement. Ils ont voulu laisser leur marque en mettant en terre des jeunes plants. Sur les sites de la commune Golfe 5, tout au long des rails, ils ont planté plusieurs types d'arbres. On reconnaît au devant des artistes de renom comme King Vincent, Agboti Yao, Cécile Meba et bien d'autres. Ils contribuent ainsi à la réalisation du programme gouvernemental qui vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Quand on sait l'importance de l'arbre dans la vie et la santé des populations, on dira avec aisance que cette initiative est tout simplement salutaire. En France, le ministère de la Transition écologique s'apprête à classer 4 espèces de mammifères et 5 types d'oiseaux dans la liste des espèces nuisibles. Les services rendus par ces espèces ne semblent pas être pris en compte dans ce classement et n'a pas pour but d'éradiquer ces espèces concernées. Alessandra Adekombi pour les précisions. Ce nouveau classement de 4 mammifères et 5 oiseaux dans la liste des espèces nuisibles veut réguler ces espèces afin de limiter les perturbations et les dégâts qu'elles peuvent provoquer, notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées. Il s'agit de belettes, fuines, maltres, renards, corbeaux freux, corneilles noires, pies bavardes, guêtres de chêne et tourneaux sansonnés.
Le ministère de la Transition écologique présente le projet d'arrêté soumis à la consultation du public jusqu'au 6 juillet prochain qui fixe la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Autrement dit, les animaux qui étaient qualifiés de nuisibles jusqu'à la loi Reconquête de la biodiversité de 2016. Toutes peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré. L'arrêté indique la liste des espèces classées dans chaque département ainsi que la liste des cantons ou communes concernés lorsque l'autorisation ne porte pas sur l'ensemble du département. Ce projet de test ne laisse pas indifférents les Français puisque près de 10 000 contributions étaient déjà mises en ligne sur le site de la consultation 4 jours après son lancement. Partout dans les rues, on constate des tas d'ordures entassées devant les maisons et dans les lieux publics. Ces ordures deviennent avec le temps des dépotoirs sauvages qui polluent l'environnement. Comment lutter contre ce phénomène? La population s'est prononcée. Suivons cela au micro de Alexandra Adécambi. Oui, le dépotoir sauvage, vraiment, c'est quelque chose de fréquent. Malheureusement, pour le moment, dans nos différentes capitales de Conakry, les différentes capitales de l'Afrique, précisément au Togo ici, bon, c'est quelque chose qu'on voit souvent, mais c'est une chose qui n'est pas du tout bon pour la santé de la population. En plus, pour l'image de la ville aussi. Ça ne donne pas une bonne image de la ville. Chaque maison doit s'abonner aux gens qui viennent chaque maison doit s'abonner à ça, donc pour éviter que la population vienne déposer leurs ordures en bordure de route comme ça. Donc si tout cela est respecté, je pense que ça ira. Si chaque maison a ses poubelles derrière leur cour, là, si la population encore est sensibilisée pour ne pas laisser les ordures à leur place et venir les déposer au niveau du territoire, ça aussi, ça sera une bonne action. La mairie qui s'est en charge d'être pour toi maintenant, hein, soyez propre et tout. Mettez vos dépotoirs dehors, versez les trucs bien. C'est mieux que de jeter ça au dehors sur les trottoirs et tout ça là. C'est mal, ça fait mal de voir ça. Moi aussi j'aime pas ça. Même voilà, je vais pas mentir, j'ai mangé biscuit depuis quelque part là. J'ai tenu jusqu'à c'est dans la poche. Je vais jeter ça à la maison. Par exemple, on prend le cas de les sachets et tout. Vous voyez, ça, les gens prennent pour faire même des plastiques qu'eux-mêmes ils utilisent. C'est à base de ça. Donc, du coup, s'ils gardent ça, ils vendent ça là. C'est de l'argent. Déjà, 1, c'est encombrant. 2, c'est sale. 3, ça rapporte beaucoup de maladies. C'est vraiment pas bien pour la population. Tout simplement, il faut arrêter de jeter les ordures n'importe où et n'importe comment. Et je pense que l'État avait commencé une campagne pour ramasser les ordures. C'est un bon engagement. C'est selon moi bon. C'est une bonne idée de l'État. Il vaut mieux donner ces ordures-là à l'État pour que ça soit mieux traité. Au lieu de les jeter n'importe où et n'importe comment. Moi, je pense que c'est vilain et ça rend vilain le pays. Parfois, quand tu passes sur ton plein ville, surtout au niveau de Lomé ici, quand on voit ça, c'est pas joli à voir. Et ça pose certaines maladies. Ça pose les moustiques qui piquent, les palus qui dégagent partout. Et surtout au niveau des sachets. Moi, selon moi, j'aurais préféré qu'on interdise les sachets plastiques, comme on les fait au campus de Lomé. Si vous rentrez maintenant au campus, c'est rare, vous allez voir des saletés comme les sachets plastiques. Ça serait plus avantageux qu'on interdise les sachets plastiques au moins dans le pays. D'une partie, ce n'est pas de leur faute. Si l'État avait créé une place là où ils peuvent jeter les ordures comme ça, après ils peuvent venir ramasser à la fin, ça serait plus avantageux. On ne va plus trouver ces trucs-là dans la rue. Vous voyez? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se procurer les poubelles et payer tout le temps qu'on puisse venir ramasser. Si l'État avait mis des dispositions, c'est-à-dire ici on jette les ordures comme ça, à la fin on va venir ramasser, on n'aura pas ce genre de problème-là par exemple. Je sais que le travail du gouvernement c'est trop vaste, c'est un peu difficile de sensibiliser tout ça, de régler tout ça en fait. Mais d'essayer un peu de déposer un peu les poubelles au bord de la route, tout bien, d'essayer d'interdire l'utilisation des sachets plastiques, tout ça. Je pense qu'avec ce genre de solution, ça peut aller. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.